Guillaume Picon, bonjour. Bonjour Véronique. Merci d'avoir accepté notre invitation à TV Fil pour ce VIP. Nous allons parler de beaucoup de choses avec vous. Vous êtes historien et vous êtes auteur et parfois commissaire d'exposition. Voilà, donc on va commencer par le début, à savoir un des premiers livres que vous avez écrit qui était... dites-moi, quel était ce livre? Alors ce livre s'intitulait Le Larousse des rois de France. Il était donc édité par Larousse et s'intéressait à la fois aux rois et empereurs qui ont régné sur la France ainsi qu'à la royauté, c'est-à-dire les grands moments qui structurent la vie des rois, sacres, funérailles, mariages, guerres, etc. Et puis, D'accord, pardon. Et ce livre est sorti quand? Ce livre est sorti en 2008 avec sur la couverture la couronne de sacre de Louis XV, dont les bijoux véritables à l'origine ont été remplacés par des pierres semi-précieuses. Donc ce côté un peu kitsch qui donne à cette couronne une certaine actualité. Et puis il y a eu l'année suivante, aux éditions Duchesne, un petit livre sur les rois de France où il s'agissait de présenter tous les rois qui se sont succédés sur le trône en 1500 signes, donc en courte notice. Ah d'accord, donc vous avez démarré avec... J'ai démarré avec les premiers mérovingiens, donc Mérové, qui est l'ancêtre légendaire et fondateur de la dynastie mérovingienne, jusqu'à Napoléon III, dernier souverain empereur à avoir régné sur la France. D'accord, ça c'est un petit livre bien concis et... Oui, quelle que soit la durée du règne, quelle que soit la connaissance qu'on a aujourd'hui du souverain, le même nombre de signes. Donc pour Louis XIV, il faut faire des choix drastiques. J'imagine, et puis pour tel ou tel mérovingien sur lequel on sait très peu de choses, eh ben, il faut puiser du côté de la légende ou de la peinture 19e pour avoir des histoires à raconter. Exactement. D'accord. Très bien. Ensuite, vous avez aussi participé à certaines expositions contemporaines. Oui. Et là, je suis en train de me tromper parce qu'en fait... Avant les expositions, vous avez aussi commis un livre qui s'appelle Invitation privée à Versailles, qui permet de voir des endroits complètement inédits et cachés au grand public. Oui, j'ai écrit les textes de ce livre qui a été édité par Flammarion. Et pour ce travail, Flammarion a réalisé une nouvelle campagne de photos et a obtenu l'accès à des lieux rares, comme ce qu'on appelle la garde-robe de Louis XVI. Qu'est-ce que c'est? C'est le lieu dans lequel étaient rangés les vêtements du roi. Son dressing? Exactement. Et ce lieu était décoré avec des boiseries d'une très grande qualité et qui sont aujourd'hui considérées comme des chefs-d'œuvre de l'artisanat de l'époque. Vous avez également la salle de bain de Marie-Antoinette qui, elle aussi, est décorée par de magnifiques boiseries. Et puis évidemment, vous avez des lieux très importants qui sont le Grand Trianon et le Petit Trianon, dans lequel Marie-Antoinette aimait à se retirer pour s'éloigner de la pesanteur de l'étiquette de la cour de France. D'accord. Alors pourquoi est-ce que ces lieux sont cachés au public? C'est-à-dire que si on prend la garde-robe de Louis XVI, ce sont des lieux exigus, donc il est difficile de les inclure dans le circuit classique de la visite, où vous avez quand même un flux important de visiteurs qui passent et qui risqueraient d'abîmer ces lieux qui ont été récemment restaurés. D'accord, idem pour la salle de bain. Exactement. D'accord. Et alors dans les jardins, dans le parc, qu'est-ce que vous nous faites découvrir dans le parc, vous avez plusieurs choses. Vous avez déjà toute une partie des sculptures qui ont été conservées, des sculptures qui ont été soit achetées par le roi, soit commandées par les différents souverains pour décorer tel et tel endroit. Vous avez ce qu'on appelle des bosquets, c'est-à-dire que vous avez des endroits, vous avez de la végétation et au cœur de cette végétation, vous avez des espaces prévus pour le délassement, pour la fête, avec à nouveau des sculptures, etc. Et puis vous avez ces superbes perspectives qui conduisent de bassin en bassin jusqu'au Grand Canal. D'accord, donc tout ça est visible dans ce magnifique livre. Versailles, invitation privée. Voilà. Après, alors, on passe à une exposition d'art contemporain. Que j'ai eu la chance d'organiser aux côtés de Jean-Jacques Ayagon, qui était une exposition qui nous avait été commandée par la région Nord-Pas-de-Calais et la communauté urbaine de Dunkerque en 2013, année où la ville de Dunkerque avait été élue capitale pour la culture de la région Nord-Pas-de-Calais. Et dans cette exposition, il s'agissait de confronter des œuvres d'art plus anciennes avec des œuvres d'art contemporains, notamment des œuvres issues de la collection Pinault. D'accord, très bien. Et
une deuxième expo. Une deuxième Voilà. exposition. On reconnaît le homard De Jeff Koons, Jeff là Koons, encore une qu'avait exposé Jean-Jacques Ayagon à Versailles. à Versailles. Et là encore, une exposition réalisée aux côtés de Jean-Jacques Ayagon pour la ville de Dinard et sur le thème de la nourriture dans l'art contemporain, avec entre autres les œuvres de Koons, mais aussi la thématique du renouvellement d'un genre ancien qui est celui de la nature morte. Voir comment les artistes contemporains à la fois s'emparent et renouvellent la nature morte. Ça existe encore et c'est renouvelé de façon étonnante et très séduisante. Et intéressante, j'imagine. Oui. Très bien. Alors là, on va pouvoir revenir à notre mouton principal? Non, toujours pas. Toujours pas. Alors, avant d'arriver à ce qui nous intéresse aujourd'hui, très rapidement 2 livres. Un livre sur écrivains et artistes face à la Grande Guerre, auquel j'ai participé avec des amis également historiens de l'art, et puis cette anthologie de poèmes de Poilu que j'ai dirigée pour Le Seuil, et dont une des originalités est qu'elle rassemble des poèmes écrits pas uniquement par des combattants français, mais des combattants de toutes les nationalités et de tous les bords. Donc vous avez aussi bien des poètes allemands, anglais, français, russes, italiens, autrichiens, etc. Donc pour montrer comment la guerre est perçue à travers la poésie. Et souvent, on se rend compte que la poésie a une force d'expression qui permet de toucher au plus juste des horreurs de la guerre de façon plus efficace que la prose. D'accord, et ça c'était par rapport au centenaire, évidemment. Évidemment, au centenaire de la déclaration de la Grande Guerre en 2014. Très bien. Alors maintenant, maintenant c'est riche, hein, vous en faites des choses. C'est épuisant. Alors maintenant, on va pouvoir parler de ce fameux livre-là que je tiens, que je montre. L'histoire de France expliquée par la peinture, donc voilà. Édité toujours chez Larousse, comme chez pour les Rois de France. Qui vient de paraître, et pour lequel j'ai retenu 50 événements ou épisodes de l'histoire de France expliqués par la peinture, et dans certains cas, je présente en contrepoint d'une œuvre principale une autre œuvre représentant le même événement. Avec une autre vision dans ce cas. Exactement. D'accord. Alors, donc, comme il existe des peintres de cours, apparemment, il existait des peintres d'histoire. Oui, la peinture d'histoire. C'était un vrai métier. Exactement. Qui était même avant, vous m'avez dit. Non, j'allais vous dire qu'avant les journalistes, en effet, et surtout pendant très longtemps, la peinture d'histoire est considérée comme le premier genre. C'est-à-dire que Delacroix se considère d'abord comme un peintre d'histoire. D'accord. Ok. Et alors, quel est leur rôle à ces peintres? Ce sont des œuvres qui sont commanditées par les souverains? Il y a plusieurs cas de figure. Ce sont souvent des œuvres qui sont commandées par les puissants, à commencer par les rois, et des œuvres qui représentent soit des événements passés de l'histoire, en particulier l'histoire de France, soit des événements contemporains. Ouais. Voilà. D'accord. Et donc, on leur donne la ligne directrice, on leur donne l'idéologie à faire transparaître? Mais ça dépend des cas de figure. Vous pouvez avoir un cahier des charges extrêmement ouvert, ou au contraire, un cahier des charges très précis où la position ou la situation des différents personnages est précisée, ainsi que l'atmosphère générale, visant, si c'est une victoire trop chèrement acquise en nombre de vies humaines, mais visant par exemple à atténuer les massacres ou le côté sanguinolent, visant également à magnifier la figure du souverain qui a participé à l'événement représenté. D'accord. Et du coup, c'est une forme de propagande, quoi. C'est vraiment pour influencer l'opinion et c'est la trace que le souverain a envie de laisser. Tout à fait. Voilà. On est dans un récit historique construit et qui est conçu comme un moyen de communication pour le pouvoir. D'accord. Donc là, on va regarder sur notre écran les 5 œuvres qu'on a sélectionnées dans ce livre. Donc, nous avons après... Donc là, vous avez une première œuvre qui est une enluminure. Donc c'est la peinture de petit format telle qu'elle est pratiquée au Moyen-Âge. Et cette enluminure, qui date du XIVe siècle, représente le baptême de Clovis. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce manuscrit a appartenu à un roi de France, qui est Charles V, ce qui signifie que les scènes représentées répondent à une attention politique. Et sur cette scène du baptême de Clovis, on aperçoit dans le coin supérieur droit une colombe qui descend du ciel. Et cette colombe, c'est l'intervention divine qui apporte une crème. Oui, parce qu'en fait, excusez-moi, je vous coupe, mais c'est bourré de symboles.
Et c'est pour ça que ce qui est très intéressant, c'est la façon dont vous montrez les tableaux avec une sorte de mosaïque en reprenant, en mettant le focus sur En isolant les... des détails pour Voilà. expliquer au lecteur que là, il y a quelque chose d'intéressant Voilà. et que je m'efforce de lui en donner la Oui, signification. vous remplacez le guide en fait. Exactement. Voilà, alors après, le deuxième tableau, on va malheureusement aller Alors assez là, vite. vous avez un très beau tableau d'Ingres qui représente Jeanne d'Arc lors du sacre de Charles VII. Et vous le voyez, ce qui est très intéressant dans le choix opéré par Ingres, c'est que le roi qui est sacré, Charles VII, n'apparaît pas sur le tableau. Donc ce qui Ça, c'est un intéresse signe, Ingres, un message. c'est la figure de Jeanne d'Arc, grâce à qui Charles VII a pu être sacré. D'accord, alors ensuite, on va pouvoir regarder l'autre. Celui-là, il est en pleine actualité. Voilà, donc Puisque- il répond à cette passionnante exposition qui se tient au musée Lambinet de Versailles, Voilà. consacrée, je crois, Aux Amazones de la Révolution. de la Révolution. Et là, vous avez un des tableaux les plus connus du peintre David, conçu comme un hommage à Marat, qui a été assassiné dans sa baignoire par Charlotte Corday. Et le choix que fait David est aussi riche de signification, puisque David représente Marat assassiné, donc Marat après avoir été assassiné par Charlotte Corday, ce qui permet à David d'évacuer la figure de Charlotte Corday au profit du seul Marat, qui est représenté à la fois comme un martyr et presque comme un Christ de douleur de la Révolution française. Donc là D'accord. encore, on est dans un récit construit et un récit de propagande. Voilà, complètement subjectif, il est magnifié, etc. Après, voilà, alors ce grandiose tableau. Alors nous passons la Révolution, le premier Empire, nous sommes sous la Restauration. Un nouveau roi vient de monter sur le trône, il s'agit de Charles X, qui décide de renouer avec les vieux rituels de la royauté d'avant la Révolution, à commencer par le sacre du roi. Donc Charles X a été sacré à Reims, et là, selon l'ancienne tradition des rois de France, il rentre à Paris, et là est organisée une entrée royale en son honneur. Et il se trouve que, étant donné que la population française des années 1820 n'était pas celle d'avant la Révolution, l'enthousiasme des Parisiens a été nettement moins fervent que ce que représente ce tableau du baron Oui. de Jeune. Il en a rajouté un petit peu. Il en a rajouté un petit peu, c'est le moins À qu'on peine. puisse dire. Ouais, Voilà. D'accord. Bon, bah, écoutez, alors, on termine avec Ce Delacroix. super tableau de Delacroix qui s'intitule « La liberté guidant le peuple Ouais. qui a été terminé en 1831 et qui est en réalité une représentation de la Révolution de 1830 qui a lieu en France et qui marque le passage des Bourbons restaurés à la monarchie de Juillet. Génial. Merci. Merci à vous. Alors, on vous retrouve au Salon Histoire de Lire à Versailles. Vous êtes là le samedi, le dimanche, Je suis là les deux le samedi 26 novembre, Le samedi de 14h à 18h30. Très bien, on viendra vous voir, on viendra acheter ce magnifique cadeau de Noël, parce que c'est juste très beau, très, très intéressant et flamboyant. Voilà, Je vous remercie. c'est moi.